Mesdames, Messieurs, bonjour. L'Europe est à la croisée des chemins. Pour certains, la reprise économique est amorcée. Pour d'autres, la crise continue de faire souffrir les économies du continent. Et à 7 mois des élections européennes, les citoyens sont inquiets. Les temps sont durs. Pendant un mois, dans le cadre de l'opération du mois du marché unique de la Commission européenne, des centaines d'Européens ont proposé des solutions pour les sujets qui nous touchent. L'emploi, bien sûr, les droits sociaux, les banques et la finance, et enfin le commerce électronique. Près de 1000 idées ont été avancées, des solutions parfois, beaucoup de questions aussi. Pour en débattre avec nous, j'ai le plaisir d'accueillir l'initiateur de ce projet d'échange d'idées avec les citoyens européens, Michel Barnier, commissaire au marché unique et aux services. Monsieur le commissaire, merci d'être avec nous. Bonjour et merci de m'avoir invité. Bonjour à tous ceux qui nous suivent grâce à Euronews aussi. Michel Barnier, comme je le disais, les internautes pendant un mois ont avancé des idées, des solutions pour certains, des questions. Qu'avez-vous ressenti en lisant ces contributions? L'inquiétude des Européens, l'envie d'Europe encore? Les gens sont toujours, à propos de l'Europe, à la fois inquiets et intéressés. Donc le pire, c'est le silence. Le pire, c'est qu'on ne fasse pas appel au débat. À Bruxelles, je suis commissaire, c'est la deuxième fois, on a toujours tendance à penser qu'on a raison, et on a parfois raison, même souvent, on fait bien notre travail, mais les gens ont des choses à dire. On n'a pas la science infuse non plus, on peut faire des erreurs, donc je pense qu'on a toujours intérêt à confronter avec les syndicats, les consommateurs, les banquiers en ce qui me concerne, nos idées, nos propositions. Nous le faisons maintenant assez régulièrement, mais aussi plus largement avec les citoyens. Je n'ai pas du tout été déçu de ces 4 semaines de débat. On a reçu, vous l'avez dit, près de 1000 idées. Toutes ne sont pas égales, mais nous les avons toutes les examinées. J'ai promis qu'on ferait un examen sérieux de chacune de ces idées, et peut-être certaines d'entre elles vont-elles donner lieu à des propositions de loi européennes. Il y a eu des dizaines de milliers de personnes qui sont venues sur nos sites. On a eu 80 chats, notamment le président Barroso, qui a lui-même participé à un chat qui a eu beaucoup de succès, mes collègues, une dizaine de commissaires, des députés européens, nous sommes ici à Strasbourg, des experts. Donc je recommencerai, parce que je pense qu'il faut mettre du débat public à propos de l'Europe. Parce que les gens sont intéressés, parce qu'ils sont inquiets, il faut parler avec les gens et les écouter. Très bien, merci. Notre émission sera divisée en 4 temps. Un premier temps sur l'emploi, un second sur les droits sociaux, suivi des banques et de la finance. Et enfin, dans un 4e temps, nous débattrons du commerce électronique. Comment allons-nous en débattre? Vous avez déjà posé des questions, mais vous pouvez encore le faire via les réseaux sociaux et les hashtags AskBarnier et Ideas for Europe. Mais nous avons aussi invité ici, sur ce plateau, au Parlement européen à Strasbourg, 5 internautes qui, par leur idée, ont retenu notre attention. Ils auront chacun l'occasion d'exposer leur idée et de poser une question au commissaire. À côté d'eux, ma collègue Marie Jamet, notre community manager, gestionnaire de communauté, comme on dit en bon français, qui va donc relayer les questions des internautes lors de ce débat. Oui, tout à fait. Bonjour Monsieur le Commissaire. Bonjour. Donc, comme Frédéric l'a dit, pendant toute la durée de l'émission, j'invite toutes les personnes qui nous regardent à envoyer des messages, des idées, des questions sur le hashtag AskBarnier ou Ideas for Europe. Et je me ferai un plaisir de les relayer ici même. Merci Marie. Mais sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet avec notre premier thème, donc l'emploi. L'Union européenne est marquée par la stagnation économique et le chômage de masse, 12% dans l'Union, mais dans certains pays plus de 26%. Et bien sûr, le chômage des jeunes, plus de 50% dans certains pays. Monsieur le commissaire, Michel Barnier, le marché unique européen, c'est la solution au chômage? Quand on parle du marché unique, on parle de 500 millions de citoyens qui sont des consommateurs. On parle de 22 millions d'entreprises, dont 80% sont des petites et moyennes entreprises. Et consommateurs et PME ont eu le sentiment depuis trop longtemps que le marché unique, ce n'était pas fait pour eux, que c'était fait pour les grands et les gros. Et moi, j'ai voulu, depuis 3 ans, avec l'aide du Parlement, des ministres, réconcilier les citoyens et les PME avec le marché unique. Et ça s'est traduit dans beaucoup des lois que nous avons présentées pour créer ce que j'appellerais un écosystème plus favorable aux consommateurs et aux PME. Et toutes ces lois arrivent maintenant à maturité. Je ne peux pas dire qu'elles sont toutes efficaces, parce qu'elles ne sont pas toutes opérationnelles. Le marché unique, ce n'est pas toute l'économie, ce n'est pas tout l'emploi, c'est le plancher. Un plancher, s'il est fracturé, tout ce que vous mettez dessus, c'est moins efficace. Si le plancher est homogène, plus solide, les initiatives privées, publiques, les collectivités locales, les États sont plus efficaces. Donc j'ai essayé, avec mes collègues commissaires européens, de réduire les fractures.
de faire ce marché unique soit plus homogène. Pour autant, on peut comprendre qu'il y a une perte de confiance dans le marché unique lorsqu'on voit qu'il y a parfois des délocalisations au sein même du marché d'entreprises européennes. Du coup, les citoyens estiment que le marché unique ne joue pas en leur faveur, d'une certaine façon. En Europe, on ne cherche pas à supprimer la concurrence. Le temps de l'économie administrée, du bloc soviétique ou d'autres régimes est terminé. Ce qu'il faut, c'est que la concurrence soit loyale, qu'il n'y ait pas de dumping social, qu'il y ait de moins en moins de dumping fiscal. Donc, on est dans un processus qui est enclenché depuis 60 ans et il n'est pas terminé. Moi, je pense qu'on en parlera peut-être qu'il faut, dans les années qui viennent, bâtir un socle fiscal et un socle social plus fort en Europe, à partir du marché unique. Donc l'objectif, c'est pas de supprimer la concurrence, c'est de la rendre la plus loyale possible, la plus équitable possible. Donc il y aura malheureusement ou heureusement, selon les cas, des entreprises qui bougeront, qui fermeront ici, qui investiront là. Ce qui est important, c'est que ça soit dans des règles qui soient respectées. Très bien. Nous allons voir tout de suite avec Marie s'il y a des premières réactions, de premières questions sur les réseaux sociaux. Oui, tout à fait. Il y a plusieurs messages qui réagissent sur les diplômes et l'éducation. Et c'est un sujet qui revient souvent sur les réseaux sociaux. Et donc, monsieur le commissaire, un spectateur vous pose la question de savoir si il serait possible de rendre automatique la reconnaissance des diplômes à travers l'Union européenne. Mais c'est déjà largement le cas. Ça, c'est un des premiers avantages, au-delà de ce qu'on a fait avec Erasmus, pour que c'est un grand succès. Il y a près d'1 million de jeunes Européens qui puissent aller étudier ailleurs et on va augmenter les crédits d'Erasmus, on va élargir Erasmus aux jeunes professionnels, aux apprentis, aux stagiaires. Il y a déjà largement une reconnaissance mutuelle des diplômes. Et je veux rappeler que l'Europe ne s'occupe pas de tout. On ne fait pas tout à Bruxelles ou à Strasbourg, et notamment en matière d'éducation. Les systèmes éducatifs restent des systèmes nationaux. Il ne faut pas qu'on mélange tout, d'ailleurs qu'on veuille tout fusionner. On travaille pour une Europe unie, ce n'est pas une Europe uniforme. Donc si vous mettez tout le monde dans le même uniforme, dans le même moule, les gens ont le sentiment de perdre leur identité, leurs racines, leur tradition. Donc on n'a pas un seul système éducatif en Europe. On a 28 systèmes éducatifs, mais on fait des passerelles avec des échanges entre les universités, les laboratoires, et on fait des reconnaissances mutuelles de diplômes. C'est largement engagé, la reconnaissance mutuelle des diplômes. Pour autant, une harmonisation des systèmes éducatifs dans l'Union européenne, est-ce que c'est possible, puisque ça reste quand même une compétence des États membres? Est-ce que c'est souhaitable d'abord? Souhaitable. Moi, je pense qu'il faut que chaque pays garde son identité. Et le système éducatif, comme la langue, reste une grande part de l'identité. Moi, je pense qu'on construit une Europe qui n'est pas une Europe uniforme. Il n'y a pas un peuple européen, il n'y a pas une nation européenne. Il y a 28 nations, 24 langues officielles. Et on fait ce que Jacques Delors appelait une communauté ou une fédération de ces États-nations. Donc c'est pour ça que c'est compliqué. Je dis d'ailleurs à ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, ça ne peut pas être simple. Si c'est simple, c'est uniforme. Donc cette communauté ou cette fédération de 28 États-nations, il faut qu'elle respecte les identités. Et je pense que le système éducatif fait partie de l'identité nationale. Très bien. Parmi les meilleures idées présentées pendant un mois, donc lors de l'opération du mois du marché unique, nous en avons retenu 5, donc c'est ce que je vous disais. Et nous allons tout de suite écouter la première idée et la première question. Je vous en prie, madame. Bonjour monsieur le commissaire, mon nom est Martine Maas, je viens de Belgique où je travaille au Forum, qui est le service public régional wallon de l'emploi et de la formation. Les stages en entreprise font partie intégrante aujourd'hui de la plupart des dispositifs de formation et d'insertion des demandeurs d'emploi. Personne n'en conteste l'intérêt. Nous pensons qu'un stage à l'étranger peut apporter des bénéfices supplémentaires. Et donc, nous souhaiterions développer la possibilité d'organiser des stages en entreprise chez nos voisins, français, allemands, luxembourgeois, hollandais. Mais il n'existe actuellement pas de cadre européen dans lequel inscrire ces stages. Et donc la question est, que pensez-vous de notre proposition d'élaborer un cadre européen pour ce faire? Voilà un exemple. Martine vient de donner cette idée qui est sortie du débat du Single Market Month, que je trouve intéressante. Il faut que j'étudie la faisabilité technique d'un tel cadre pour les stagiaires. Déjà, on a fait des progrès dans une directive qui vient d'être adoptée ici au Parlement, qui a d'ailleurs été beaucoup améliorée par le Parlement sur les qualifications professionnelles pour créer des cartes professionnelles, pour favoriser la mobilité. On a reconnu la qualité des stages dans un parcours professionnel, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, qu'on effectue dans tel ou tel pays
ce que vous voulez faire, c'est aller plus loin, Martine, c'est-à-dire favoriser les échanges. Ça peut se faire d'ailleurs de manière bilatérale. Je pense qu'il y a déjà des régions qui font entre elles un accord de part et d'autre d'une frontière, entre guillemets, nationale pour accueillir des stagiaires. Mais ce n'est pas un cadre européen. Erasmus va, si le budget est voté, comme je l'espère, connaître une très grosse augmentation. Erasmus+, pour précisément favoriser des stages d'une année ou des études d'une année, notamment à des jeunes professionnels. Donc on va déjà dans ce sens-là. Dernière initiative dont les chefs d'État vont discuter demain, je le dis pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui ou qui ont discuté cette semaine dans le Conseil européen, c'est le programme auquel d'ailleurs la France a apporté sa contribution, d'un programme pour la jeunesse, d'un contrat pour la jeunesse. On va dégager 7 milliards d'euros à travers le Fonds social européen pour garantir aux jeunes une formation dans tous les pays, notamment dans les régions qui ont le plus de chômage et le plus de difficultés. Et ça peut être aussi des stages en formation. Mais je retiens votre idée de travailler à ce qui pourrait faciliter des stages d'un pays à l'autre, donc je vais l'étudier. Pour autant, ce qui bloque parfois justement la mobilité des jeunes stagiaires dans l'Union européenne, c'est l'absence de rémunération. Ça a été une question posée lors du débat pendant un mois. Faut-il interdire les stages non rémunérés dans l'Union européenne? Déjà des pays qui ont imposé une rémunération minimale, moi je pense que c'est logique, personnellement. Encore une fois, il ne faut pas mettre des règles partout, mais je pense que comme il est assez légitime qu'il y ait un salaire minimum en Europe, qui ne sera pas forcément le même selon les pays, mais que dans chaque pays on a un salaire minimum, je pense que dans le même esprit, puisque c'est le même sujet, pour les stages, dès l'instant où quelqu'un travaille, même si c'est un jeune, qui n'a pas toutes les qualifications, il est assez légitime qu'il soit rémunéré. Donc vous êtes en faveur d'un salaire minimum européen dans l'Union européenne? Personnel, je ne peux pas engager la Commission européenne parce que nous devons en parler entre nous, mais je pense que ça serait logique qu'il y ait pour les stages un salaire minimum comme ça existe déjà dans certains pays. Très bien. Marie, est-ce que nous avons de nouvelles questions sur les réseaux sociaux? Oui, tout à fait. D'ailleurs, j'invite les personnes qui nous regardent à continuer à envoyer leurs messages sur le hashtag AskBarnier ou Ideas for Europe. Donc, à propos de l'emploi, monsieur le commissaire, beaucoup d'internautes s'interrogent sur l'absence, dans un marché unique, d'un statut de société privée européenne. Certains attendent même qu'il soit créé pour pouvoir commencer. Et donc, il y a un projet en ce sens qui est en cours. Donc, pouvez-vous nous dire où on en est aujourd'hui sur cette question? On n'en est pas très loin, parce que ce statut de la SPE, la Société privée européenne, la Commission européenne l'a proposé, mais il est bloqué depuis plusieurs années au Conseil des ministres pour différentes raisons qui touchent, par exemple, en Allemagne, à la question de la participation des salariés dans la cogestion. Donc on n'arrive pas à débloquer ce sujet, donc on va sans doute le suspendre pour peut-être repartir sur d'autres bases. Certains m'ont dit pourquoi vous ne partez pas avec ceux qui voudraient avancer en coopération renforcée, mais c'est difficile de faire ça sans un très grand pays comme l'Allemagne qui est au milieu, au cœur du marché unique. On a déjà, pour les très petites sociétés, fait des mesures d'allègement, par exemple pour les règles comptables. Nous travaillons sur un statut d'actionnaire unique, d'une société actionnaire unique. On travaille sur d'autres statuts qui n'empêchent pas d'ailleurs des statuts nationaux, mais qui s'ajoutent, qui offrent une possibilité d'avoir un passeport pour toute l'Europe. Par exemple, j'ai proposé, c'est en cours de discussion, un statut pour la Fondation européenne. Mon collègue M. Tajani travaille sur un statut pour les mutuelles, et je souhaite qu'il le propose avant la fin de ce mandat. Donc on travaille des statuts qui permettent d'accéder à tout le marché d'un seul coup, sans barrière ou conflit ou contradiction de structure ou d'administration nationale. Moi, je suis favorable à ça, mais pour répondre précisément à votre question, le statut de la SPE était bloqué au Conseil des ministres et je dois en prendre acte, malheureusement. Très bien. Je vais me tourner vers notre deuxième contributeur, que je remercie donc pour ses idées et sa question qu'il va poser tout de suite au commissaire. Je vous en prie. Hello, Mr. Barnier. I am Marvin Kalani, coming from Bremen, Germany, working as a software developer and want to present you my idea. Crowdfunding for European projects to give all citizens the chance to participate in European projects. Crowdfunding is the possibility to raise money from people that like your idea by selling them products,
profit shares, benefits before the project starts. So here are my questions to you. Will it be possible for a citizen to invest in an European project? Could you imagine spending money for an internet-based crowdfunding platform for the European projects? And could you also imagine creating a market for shares for these projects? Si je peux, if I may, switch to French and answer to your question. My answer is yes. Je pense que le crowdfunding a un avenir. Et donc, j'ai ouvert des consultations publiques sur cette nouvelle formule. Je le dis pour ceux qui nous écoutent, le crowdfunding, c'est ce qu'on appelle le financement participatif et direct entre les citoyens et qui utilisent des plateformes Internet pour faire connaître leurs projets, leurs demandes de financement pour financer un projet privé ou collectif et pour ceux qui ont de l'épargne, apporter à ce projet qu'ils choisissent une partie de leur épargne. Donc je crois à ce type de financement qui ne passe pas par les banques en réalité, à la condition qu'il y ait des garanties et des sécurités. Donc je suis en train de travailler à un cadre européen pour encadrer le crowdfunding et garantir que les plateformes qui font appel à l'épargne des citoyens par Internet soient sérieuses, qu'il y ait une sécurité pour ceux qui apportent leur argent, pour qu'ils aient une transparence, une bonne gouvernance. Mais je crois à cette formule et ma réponse est oui, je pense que des projets européens. Qu'est-ce qu'on entend par projet européen? On ne va pas financer avec du crowdfunding des routes, des réseaux Internet ou des bâtiments. En revanche, on peut financer des projets dans le domaine de la culture, dans le domaine social, dans le domaine de l'économie, de l'agriculture, et déjà beaucoup de projets sont financés comme ça. Ça rejoint d'ailleurs un autre chapitre de l'économie que je soutiens, et c'est la première fois que la Commission européenne s'engage à cela, c'est l'entrepreneuriat social, c'est le social business, c'est l'économie solidaire. Ça correspond à 3 ou 4 points du PIB européen, ces nouvelles formes d'entreprises, ces nouvelles entreprises qui ont une gouvernance plus participative, qui ont une éthique différente, qui font attention à redistribuer leurs bénéfices plutôt que de les donner à des actionnaires. Je veux soutenir cette forme d'entreprise comme les autres. Et donc on a ouvert un chantier sur l'entrepreneuriat social. Nous organisons ici à Strasbourg au mois de janvier, autour du 15 janvier, une grande conférence sur l'entrepreneuriat social pour valider ce qu'on a fait depuis 3 ans. Et on a fait beaucoup, et c'est nouveau, et puis peut-être engager un nouveau chapitre de soutien à ces nouvelles formes d'entreprise comme aux nouvelles formes de financement qu'est le crowdfunding. Pour autant, ça ne va pas se faire dans les semaines, les mois à venir. Donc c'est un projet à long terme encore. Non, on a déjà fait sur l'entrepreneuriat social des choses concrètes. Le Parlement et le Conseil des ministres ont voté un nouveau fonds pour l'entrepreneuriat social, qui est un fonds financier européen, un passeport au niveau européen, comme je le disais tout à l'heure. Le statut de la Fondation européenne a été déposé. Nous sommes en train de travailler sur des labels ou une notation de toutes ces formes d'entreprises nouvelles en Europe que sont les entreprises sociales, qui n'est pas toujours la même chose selon les pays. Donc on a déjà fait des choses, ça ne suffit pas, et je voudrais, d'abord dans cette conférence à Strasbourg, je voudrais aussi que le crowdfunding sera présent dans notre manifestation de Strasbourg. Je voudrais que ce qui a été fait dans certains pays, plus vite que dans d'autres, on le connaisse, ce qu'on appelle les échanges de bonnes pratiques. Voilà. Très bien. Michel Barnier, nous allons passer donc à notre deuxième thème, les droits sociaux. Avec la crise et les politiques d'austérité qui s'en sont suivies, les citoyens européens ont le sentiment que les acquis sociaux dans l'Union européenne sont attaqués. La Commission européenne a œuvré pour des politiques d'austérité. A-t-elle fragilisé les droits sociaux dans l'Union européenne? Pourquoi il y a de l'austérité? Pourquoi il y a des efforts qui sont demandés parfois très durs à certains peuples, à certains citoyens, notamment dans certains pays comme la Grèce, le Portugal, l'Espagne ou l'Irlande? C'est parce qu'il y a eu une mauvaise gestion, parce qu'on a fait des dettes, et que les dettes, il faut un jour les payer. Moi, je trouve irresponsable que des gouvernements de droite et de gauche, y compris en France d'ailleurs, aient emprunté aux enfants. Actuellement, ce qu'on fait dans certains pays, c'est qu'on emprunte à nos enfants, pas pour des dépenses d'avenir, pas pour l'éducation
ou la recherche ou des infrastructures d'avenir, mais pour le fonctionnement d'aujourd'hui. Et ça, ce n'est pas normal. Donc il faut qu'on ait et c'est ça qu'on paye actuellement. Donc il ne faut pas que l'austérité tue la croissance. Il ne faut pas que la rigueur soit mal adaptée. Mais il y a besoin de mieux gérer les finances publiques. Et ce n'est pas Bruxelles. Ce n'est pas Bruxelles qui, prenons l'exemple de la France, qui n'a jamais eu un budget public en équilibre depuis 40 ans. Ce n'est pas Bruxelles qui a demandé ça. Ce n'est pas Bruxelles qui explique qu'on ait en France et dans certains pays un endettement, une dette qui représente 60, 70, 80, 90% du PIB. Dans le pays où je suis citoyen, on dépense plus pour le service de la dette chaque année que pour l'éducation. Ce n'est pas possible que ça continue. Donc ma réponse est de dire, il y a des raisons à ces efforts qu'on demande, parce qu'il faut mieux gérer pour l'avenir, il faut être plus responsable à l'égard de nos enfants qu'on ne l'a été. Il faut que ces efforts soient bien proportionnés. Ils ne l'ont pas toujours été, je le reconnais. Il ne faut pas toucher à des dépenses qui concernent l'avenir, l'investissement, l'éducation, la recherche, et il faut qu'ils soient différenciés. C'est pour ça d'ailleurs que la Commission, qui joue un rôle au milieu de ce débat, a décidé par exemple de dire, pour certains pays, les efforts de réduction du déficit, vous les ferez sur plusieurs années, peut-être plus lentement, précisément pour préserver les dépenses d'avenir. Très bien. Nous allons rentrer dans le vif du sujet des acquis sociaux avec notre troisième contributeur, qui est une contributrice, qui va tout de suite donc, présenter son idée et poser sa question au commissaire. Je vous en prie. Good evening, Mr. Barnier. My name is Sorina Donisa. I'm coming from Romania, and I'm representing the Romanian Association of Temporary Work Agents. I would highly appreciate if European Commission would take in consideration the idea of simplifying the procedures for working abroad by using a simpler and a common set of documents in each EU country. So my question for you is, what are the specific actions that European Commission intends to undertake in order to increase the labor force mobility by using this simple set of documents? Un document unique européen. Il y a une très grande marge de simplification possible, d'une manière générale en Europe. Je pense qu'il faut faire moins de bureaucratie, moins de réglementation et plus de politique au niveau européen. Ça, c'est ma conviction d'homme politique et de commissaire européen. Donc, quand on parle de la mobilité, puisque votre question concerne la mobilité des travailleurs, des personnes en Europe, c'est un sujet d'ailleurs très sensible en ce moment, dans beaucoup de pays, on parle de lois qui existent déjà, notamment la liberté de circulation, qui n'est pas sans contrainte, puisqu'on ne peut pas rester dans un pays si, au-delà de 3 mois, on n'a pas la preuve d'un revenu. Il y a une autre directive qui s'appelle le détachement des travailleurs, sur des périodes plus longues. Quelqu'un qui est détaché dans un pays doit pouvoir respecter les règles de ce pays, mais aussi bénéficier du socle social de ce pays en termes de salaire minimum, de droits sociaux. Et puis il y a les règles sur l'intérim. Je pense que globalement ces lois sont correctes, parfois trop bureaucratiques. Donc on peut travailler, comme vous le suggérez, sur la simplification de certains textes, de certains documents. Simplement, il faut que ces lois soient respectées. Et ça, c'est dans l'intérêt des travailleurs, des entreprises et globalement de l'Union européenne. Et ce qui fait polémique, par exemple, sur les règles de détachement des travailleurs, c'est qu'on sait qu'il y a des abus. Il y a des entreprises qui sont simplement des boîtes aux lettres. Il y a des abus sur l'intérim. Il y a des abus par des gens qui ne respectent pas cette loi sur le détachement des travailleurs. Donc je pense que dans chaque pays, il faut davantage de contrôle. D'ailleurs, c'est ce que la Commission, mon collègue M. Laszlo Andor, a proposé. J'espère qu'on aboutira à un accord pour un cadre plus fort, plus rigoureux de contrôle de toutes ces règles. Mais je pense qu'il y a une marge pour la simplification que vous évoquez. Tout à l'heure, nous parlions des entreprises. J'ai par exemple fait présenter une loi sur les marchés publics. La commande publique, ce que font les entreprises publiques, les communes, les régions, les départements, les États, ça représente
18% de l'économie européenne, 18% du PIB. C'est donc un levier très important pour l'économie. C'est trop compliqué. Y a des tas de petites entreprises qui ne participent pas aux appels d'offres parce que ça leur coûte trop cher. La Commission européenne a proposé, le Parlement et le Conseil des ministres ont voté une loi qui simplifie drastiquement les règles pour participer à un appel d'offres, notamment européen. Et je pense qu'on doit faire le même effort sur la question des documents dont on a besoin pour la mobilité. Nous venons également de le faire à travers les cartes professionnelles pour faciliter dans la directive qualification professionnelle la mobilité des professionnels. Très bien. Marie, avons-nous d'autres questions sur les réseaux ? Oui, tout à fait. Donc sur ce thème des droits sociaux, une personne a proposé sur euronews.com l'instauration de normes minimales européennes, sociales minimales européennes, afin de protéger les droits fondamentaux, mais aussi d'améliorer les services qui pourraient être défaillants. Donc ça s'appliquerait à la sécurité sociale, aux droits sociaux, aux services de santé. Donc qu'est-ce que vous pouvez répondre à cette personne sur les normes minimales sociales européennes ? Moi, je pense qu'il faut, au-delà de ce qui existe déjà, un socle social et même un socle fiscal, précisément pour aboutir à ce que je vous disais au début, c'est-à-dire une concurrence dans le marché unique. La concurrence, elle fait partie de la vie. Les étudiants de l'Institut de Management de Strasbourg qui sont ici, ils sont concurrents dans le même cursus de formation. Les entreprises sont concurrentes de part et d'autre d'une rue. Il faut simplement que cette concurrence soit loyale, qu'elle soit, comme on dit en anglais, fair. Et ce n'est pas toujours le cas. Donc, oui, je pense qu'on doit aller dans cette direction d'un socle social plus fort, notamment sur le plan social. Et par exemple, le débat qui est ouvert en Allemagne sur un salaire minimum, dans certaines branches ou dans toutes les branches, fait partie de ce débat. Et moi, je suis prêt à travailler à ce socle social nouveau, au-delà de ce qui existe déjà, parce qu'on ne part pas de rien. Il y a déjà des règles européennes qui imposent, en matière d'hygiène, en matière de sécurité dans le travail, en matière de dialogue dans l'entreprise, de dialogue social, il y a déjà des règles européennes qui doivent être respectées partout. Et c'est ça qui est en cause. C'est notamment qu'à travers le détournement, la mauvaise utilisation de certains textes, comme celle sur le détachement des travailleurs, on n'aboutisse pas à l'exploitation de gens. Donc il faut que les règles actuelles soient respectées. Il y en a déjà un certain nombre. Je pense qu'on doit aller plus loin. Vous évoquez souvent dans vos propos l'économie sociale de marché compétitive, donc effectivement une intégration sociale. Qu'est-ce que vous entendez exactement par là? Est-ce que vous pouvez expliquer ce concept, enfin oui, cette politique? Oui, je peux l'expliquer notamment par opposition à un autre modèle qu'on a parfois privilégié depuis 30 ans, qui est le modèle ultralibéral. Et moi, je pense que ce modèle, consistant à ouvrir toutes les portes, toutes les fenêtres, à déréguler... Qui ne fonctionne pas, ou pas bien. Non seulement il ne fonctionne pas, mais il a provoqué une catastrophe. Parce que c'est cette dérégulation générale, cet ultralibéralisme qui a provoqué le scandale de la faillite et de la crise financière, avec des banquiers, certains banquiers qui se sont crus tout permis, à qui on a tout permis, qui se payaient des bonus insensés, sachant que c'est les contribuables qui allaient payer les risques. Donc, l'économie sociale de marché, c'est autre chose. C'est la compétition, c'est l'économie de marché, mais avec, pour chacun de nos pays, au niveau européen, un socle social, un système de protection sociale, une certaine redistribution. Et ça, c'est le modèle européen des pères fondateurs. Schuman, Monnet, Adenauer, Di Gasperi, Spaak et d'autres, ils étaient dans cette mouvance de l'économie sociale de marché qui doit être compétitive, parce qu'on n'est pas tout seul. On est dans un monde globalisé et personne ne nous fait de cadeaux, ni les Chinois, ni les Américains. Donc il faut être compétitif. Et je pense qu'on doit être compétitif. Je vais aller plus loin. Je pense qu'il n'y a pas de performance économique durable sans cohésion sociale. Sans cohésion sociale dans l'entreprise, quelle que soit sa taille, et dans la société. Et ça, c'est aussi notre différence avec le modèle ultralibéral. Marie, vous m'avez fait un signe. Y a-t-il une autre question qui vient d'arriver? Oui, tout à fait. Donc je rappelle aux personnes, vous pouvez continuer à envoyer des messages sur le hashtag AskBarnier et sur les réseaux sociaux, sur le site de euronews.com et sur le site de la Commission. Donc les personnes qui nous envoient des messages sont inquiètes, Monsieur le Commissaire, pour leur retraite. Et ils vous demandent, est-ce que l'UE pourrait centraliser les caisses de retraite européennes? Le système de retraite, c'est comme un peu le système de l'éducation. Il appartient au socle national avec des traditions, des habitudes, des différences.
Et moi, je pense qu'il ne faut pas tout uniformiser. Il y a des pays qui ont choisi, comme mon pays, de privilégier le système par répartition. D'autres qui ont choisi de donner un accent aux fonds de pension, qui fonctionnent bien d'ailleurs, hein, qui sont des fonds de pension professionnels, soutenus par l'État, et puis parfois il y a des systèmes mixtes. Donc je ne crois pas qu'il y ait une vérité. Et en plus, chaque pays doit faire ce qu'il doit faire pour assurer la viabilité, la soutenabilité de son système de retraite. Donc moi, je ne suis pas partisan de tout mélanger, de tout uniformiser. Respectons les systèmes. Simplement, on donne des recommandations pour que ces systèmes de retraite, par répartition, le débat a lieu en France actuellement, où les fonds de pension, privés ou professionnels, soient soutenables, soient durables, que les gens reçoivent bien leur retraite au bout de la route, quand ils doivent la recevoir. Donc moi, je suis chargé de regarder, et je le regarde en ce moment, les mesures prudentielles qui peuvent être prises pour garantir, notamment sur les fonds financiers qui investissent dans les retraites et qui utilisent l'épargne des gens pour financer les retraites, pour s'assurer que les gens recevront bien leur retraite au bout de la route. Voilà. Donc voilà ce que nous faisons avec prudence, parce que je ne veux pas fragiliser ce qui fonctionne bien, et beaucoup de ces fonds professionnels fonctionnent bien. Une proposition qui a été faite pendant le débat du mois du marché unique a été une retraite universelle européenne. Est-ce que c'est envisageable ? Une sorte de minimum de retraite pour tous les Européens, et après, éventuellement, au niveau national, des systèmes différents par répartition ? Il faudrait déjà qu'il y ait des minimums dans chacun de nos pays. Quand je vois, par exemple, la faiblesse des retraites des agriculteurs en France, qui sont souvent à des revenus indignes. Je veux dire, c'est pas normal que des gens gagnent 300, 500, 600 euros seulement après avoir travaillé, surtout des femmes, toute leur vie comme exploitants agricoles. Et c'est vrai pour les artisans aussi. Ne demandez pas à Bruxelles de tout faire, parce que sinon vous allez renforcer ce discours contre la bureaucratie bruxelloise, ce système, cette idée qu'il n'y a plus de limites, plus de frontières, qu'on s'occupe de tout, qu'il n'y a plus d'identité. Je pense qu'il y a beaucoup de domaines où on doit travailler davantage en favorisant les échanges de bonnes pratiques, la coopération, l'harmonisation, l'équivalence, plutôt que de vouloir tout mélanger et tout uniformiser. Mais c'est un débat que je ne rejette pas, celui d'un revenu minimum de retraite, minimal. Vous voyez bien que c'est comme le salaire minimal, ça ne peut pas être le même en Roumanie, en Allemagne, au Royaume-Uni ou au Portugal. Donc c'est un débat, il ne faut pas donner de faux espoirs aux gens. Je pense simplement qu'il faut renforcer sur certains sujets les droits sociaux, le revenu de salaire minimal, la mobilité. Il faut renforcer le socle social. Et ça passe aussi, permettez-moi de le dire, par quelque chose que les syndicats demandent et que les gouvernements n'ont pas assez entendu, ça passe par le dialogue social. Je crois à un dialogue social européen, parce que je pense que les syndicats ont toujours des choses intelligentes et utiles à dire pour qu'on fasse de meilleures lois. Donc je suis prêt à m'engager pour renforcer les conditions du dialogue social en Europe. Très bien, nous allons passer à notre troisième thème, un thème qui vous tient à cœur. Vous avez été en première ligne, donc les banques et la finance. La finance internationale est vraiment apparue comme incontrôlable ces dernières années. Quelles leçons l'Union européenne a-t-elle tirées de la crise financière et bancaire de 2008 ? J'ai mon tableau favori. Alors, ceux qui nous regardent à la télévision ne pourront pas le voir dans le détail, mais il peut être consulté sur Internet, sur le site de la Commission européenne. Ce sont les 28 lois de régulation financière que j'ai présentées depuis 3 ans et demi. Aucun acteur financier, aucun produit financier, aucun secteur financier n'échappera, ne doit échapper à une régulation publique et à une supervision efficace. Nous le devons aux contribuables qu'on a trop sollicités pour sauver les banques et aux citoyens. Voilà. Je pense qu'on est le continent du monde qui a été le plus loin pour mettre en œuvre les recommandations du G20 après la crise et pour créer des bases plus saines pour les marchés financiers. On a besoin des marchés financiers, on a besoin des banques, notamment les PME, mais on a besoin de marchés financiers qui travaillent pour l'économie, pas pour eux-mêmes, comme on l'a vu depuis trop longtemps, depuis 25 ans. Mais nous ne sommes pas seuls. Les 70% des échanges financiers se font avec les États-Unis. L'Union européenne est effectivement vers une voie de régulation en matière de finances. Ce n'est pas nécessairement le cas chez nos voisins américains, par exemple. J'ai parlé
une crise globale financière, elle est venue des États-Unis. Et j'ai parlé du G20. Le G20, ce sont les 20 chefs d'État. Le président de la Commission, José Manuel Barroso, participe à cette réunion, comme M. Van Rompuy. Ça prouve bien que cette crise était globale et qu'elle a eu des réponses globales. Donc, ce que nous avons fait en Europe, nous l'avons fait pour décliner chez nous, avec nos lois, des décisions du G20. Et les Américains font la même chose. Et les Russes aussi, et les Chinois, et les Japonais, chacun avec ses propres lois, pas toujours dans le même temps. Donc je passe beaucoup de temps à vérifier ce qu'on appelle en anglais le level playing field, c'est-à-dire l'égalité de traitement pour qu'il n'y ait pas de concurrence déloyale ou de discrimination. Et globalement, avec les Américains, qui sont nos principaux partenaires, vous l'avez dit, c'est même plus que ce que vous avez dit, c'est 80% des échanges financiers qui sont transatlantiques, nous ayons des règles communes, équivalentes, et j'allais dire interopérables, pour que nos banques, nos compagnies d'assurance, nos fonds de pension soient à égalité de traitement. Très bien. Si une crise se produit aujourd'hui, le système bancaire européen peut-il résister ? On ne peut pas dire qu'il n'y aura plus de crise, on ne peut pas non plus dire qu'il n'y aura plus de conséquences. Et puis toutes les lois que je viens de vous montrer, elles entrent en vigueur maintenant ou en 2014, notamment l'union bancaire pour les 6000 banques de la zone euro. Donc s'il y avait une crise maintenant, mais on a tout fait pour l'éviter, et d'ailleurs il y a plus de sérénité, davantage de calme sur les marchés depuis 2 ans, parce que je crois qu'on a pris les bonnes décisions dans chaque pays pour mieux gérer les finances publiques, c'est ça qui demande un effort aux gens, pour mieux gouverner la zone euro, c'est mon collègue Olli Rehn qui a présenté cette nouvelle gouvernance, pour que les problèmes d'un pays ne deviennent pas les problèmes de tous, comme ça a été le cas avec la Grèce il y a 3 ans. Donc on a pris les bonnes décisions, les lois entrent en vigueur, je peux même être plus précis, si toutes ces lois avaient été votées ou entrées en vigueur il y a 5 ou 6 ans, on aurait limité à 3 ou 4 cas de crise bancaire, des crises justifiant une intervention publique, l'intervention des citoyens. Donc voilà, je ne peux pas dire qu'il n'y aura plus de crise, il faut toujours être très attentif. Je ne peux pas dire que tout était en place parce qu'il faut beaucoup de temps ici au Parlement et au Conseil des ministres, il faut 2 à 3 ans pour que les lois soient votées, et la démocratie va moins vite que les marchés financiers, mais je pense qu'on a maintenant l'architecture pour mieux résister. Les contribuables européens ont quand même payé, et du coup la confiance dans leur banque a été fragilisée, ce qui m'amène à l'idée de notre 4e contributeur, qui va tout de suite vous l'exposer, Michel Barnier. Hi, Mr. Commissioner. We need better banks. I'm from Denmark. My name is Kim Valentin. I've spent the last 20 years helping people understanding the financial market through my company. My idea is simply to rate the banks by performance by a smiley system. If the banks doesn't comply, they get a sad smiley. And the bank authorities already have this knowledge, so it's quite easy to impose. If we impose this smiley system, the good banks will gain trust, and the people will choose the right banks. So, Mr. Commissioner, I have this question. How do you think a smiley system would affect the transparency in the bank system? I would like that all the banks in Europe, 8,000 banks, will be able to get the smiley system. Mais je réponds en liant les 2 questions. Tout ce que nous faisons, ce sont des règles pour que les banques soient mieux gérées, davantage capitalisées, prennent des risques plus limités, mieux maîtrisés, soient mieux gouvernées et supervisées. Et ce sont les 28 lois que je viens de vous montrer. Est-ce que ça suffit? Sans doute non. Voilà pourquoi je vais présenter dans quelques semaines une nouvelle réforme sur les structures bancaires pour mieux séparer la gestion des risques dans les banques selon que vous faites de la spéculation ou de l'investissement ou que vous travaillez avec les entreprises ou les consommateurs. J'ai présenté une loi aussi qui est très importante pour les citoyens, qui est soutenue par le Parlement et le Conseil des ministres, pour la transparence des frais bancaires, pour le compte bancaire de base. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a 60 millions
d'Européens qui n'ont pas de compte bancaire. Alors que 30 millions d'entre eux voudraient un compte bancaire. 9 millions d'Européens se sont vus refuser un compte bancaire. Pas seulement des gens en grande difficulté sociale, qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais aussi des étudiants qui font Erasmus. Ce n'est pas normal. Donc j'ai présenté une loi qui rend obligatoire l'ouverture d'un compte bancaire de base dans tous les pays. Et, puisque je viens à votre question de Smiley, pour créer dans chaque pays un système Internet de comparaison des frais bancaires, de transparence. Alors, je ne vais pas dire que je trouve votre idée intéressante. Comme je l'ai dit pour l'entrepreneuriat social, je crois beaucoup à la notation aussi. Est-ce que c'est un système bureaucratique ou administratif qu'il faut créer pour distribuer des smileys? Je ne le ferai pas. Mais je pense que les unions de consommateurs, et on peut les aider à ça, pourraient elles-mêmes mettre en place, de manière transnationale, au niveau du marché unique, en s'appuyant sur les règles qu'on a créées, en s'appuyant sur les nouvelles obligations de transparence pour les frais bancaires, pourrait créer ce système de smiley. Pourquoi pas? En tout cas, je pense que c'est plutôt une initiative qui doit venir des consommateurs plutôt que de créer un système bureaucratique ou administratif pour distribuer des smileys. Marie, je crois que nous avons une question. Oui, justement sur Twitter, quelqu'un réagit en donnant ce même chiffre, juste avant que vous le donniez, de 60 millions d'Européens qui n'ont pas de compte bancaire. Et donc, il voudrait savoir ce que les banques elles-mêmes pourraient faire pour servir à nouveau les consommateurs et la société elle-même. Je viens de vous le dire, j'ai déposé ce texte qui est en discussion au Parlement. J'espère qu'il sera voté avant la fin de cette session, enfin du mandat parlementaire du mois de mai, et par le Conseil des ministres pour rendre obligatoire l'ouverture d'un compte dans au moins une banque par pays. Et je pense que ce serait même logique que pour toutes les banques, qu'elles soient obligées d'ouvrir un compte. Ce n'est pas donner de l'argent aux gens, mais même si on n'a pas beaucoup d'argent, d'avoir un compte. Parce que qu'est-ce qu'on peut faire si on n'a pas de compte bancaire? On ne peut rien faire. On ne peut pas recevoir un salaire. On ne peut pas acheter par Internet. Donc on est exclu de la société. L'absence de compte bancaire pour un citoyen, c'est un facteur d'exclusion. Donc j'ai proposé cette loi. Elle va rendre obligatoire l'ouverture du compte dans tous les pays. Et plus que ça, la mobilité entre les banques doit être facilitée. Elle ne doit pas coûter cher. Actuellement, les gens sont souvent découragés de changer de banque. Ce n'est pas normal. Et je voudrais aussi, avec ce système de comparaison, qu'on puisse savoir la réalité des frais bancaires qu'on vous impose sur votre feuille de banque, enfin sur votre... Michel Barnier, vous avez évoqué l'union bancaire et sa progression. Pour autant, la question qui se pose encore et qui n'a pas été résolue, c'est de savoir qui décidera du sort d'une banque si celle-ci doit faire faillite. Actuellement, il y a des discussions. Où en est-on exactement? Ce qu'on appelle la résolution bancaire, c'est un terme la un résolution, peu pour que l'on comprenne, c'est la mise en faillite ordonnée. Moi, je pense en matière d'écologie comme en matière de finance que la prévention coûte toujours moins cher que la réparation. C'est pour ça que la question du changement climatique reste la question la plus grave et elle va tout bouleverser. Il faut faire attention à ça. Mais quand il faut réparer, ce qui arrive après une catastrophe, la réparation, quand elle a été préparée, elle coûte aussi moins cher qu'une réparation improvisée. Et donc, j'ai présenté une loi pour toute l'Europe, les 28 pays, sur la résolution bancaire, une boîte à outils pour que les banques payent pour les banques et pas les contribuables, comme on l'a vu malheureusement depuis 5 ou 6 ans. Donc cette loi est en discussion, je pense qu'elle sera votée dans quelques semaines. Et puis, pour décider de la résolution, je réponds à votre question, j'ai proposé dans la zone euro, et dans le cadre de l'union bancaire, qu'il y ait une autorité européenne et qu'il y ait un fonds européen de résolution alimenté par les banques pour mettre en faillite ordonnée, quand on ne peut pas faire autrement, une banque. Voilà. La règle, c'est que les banques payent pour les banques et pas les contribuables, et qu'on organise la faillite, y compris en faisant appel aux créanciers ou aux actionnaires qui sont responsables de la banque dans laquelle ils ont mis de l'épargne ou de l'investissement. Pour éviter qu'une banque ne fasse faillite, des accords ont été adoptés, ce qu'on appelle les accords de Bâle 3, notamment sur la capitalisation des banques, avec donc des niveaux de fonds propres un peu plus élevés. Est-ce que c'est vraiment suffisant pour préserver les banques en cas de tumulte sur les marchés financiers? Il n'y a pas que ça pour rendre des banques plus robustes. Il y a la supervision externe. La Banque centrale européenne va superviser directement ou avec les superviseurs nationaux les 6 000 banques de la zone euro. Il y a les règles de gouvernance.
il y a les règles de résolution et il y a les règles de capitalisation. Que les banques soient, selon les recommandations du comité de Bâle, obligées d'avoir des capitaux propres de bonne qualité de 9%, alors qu'actuellement c'est 2 ou 3%. Le superviseur peut juger, national ou européen, que ce n'est pas suffisant. Et les banques aussi trouvent que c'est trop. Oui, souvent, beaucoup de banques disent que ce sont trop et ça va réfréner l'économie. On a quand même vu dans les faillites bancaires en Irlande, en Angleterre et dans d'autres pays que ça ne suffisait pas, ce qui était jusqu'à maintenant le cas, et que les banques doivent être mieux capitalisées pour être plus robustes et faire face elles-mêmes à leurs propres difficultés. Et le superviseur, je le redire, pourra exiger des niveaux de capitalisation supplémentaires. Donc je ne peux pas dire que c'est valable pour l'avenir, mais je pense que cet arsenal ou cette architecture de règles rend nos banques plus robustes. D'ailleurs, on est en train, avec la Banque centrale européenne et l'autorité européenne des banques, de regarder la situation de chacune des banques en ce moment. Et ça va être une opération vérité. Et s'il y a besoin de consolider certaines banques, elles seront consolidées, comme elles se sont beaucoup consolidées depuis 4 ans. Et puis si ça ne suffit pas, on ira plus loin. Mais faisons déjà ce qu'on a dit. Et c'est beaucoup. Très bien. Nous allons quitter ce thème pour aborder le dernier thème de ce débat, le commerce électronique, le e-commerce, le commerce en ligne. Aujourd'hui, 60% des utilisateurs d'Internet en Europe achètent en ligne. C'est votre cas, Michel Barnier? Pas régulièrement. Pas régulièrement. Donc mes enfants achètent en ligne. J'achète en ligne, oui, des billets de train, par exemple. Et je ne trouve pas d'ailleurs très commode de le faire quand on est dans un autre pays. Voilà, donc je le fais pour principalement le train et quelquefois le cinéma, oui. En 2012, le e-commerce a généré 312 milliards d'euros de chiffre d'affaires, mais ça ne représente que 5% du commerce de détail. Le commerce en ligne peut-il être une solution à la crise? Il y a un potentiel de croissance dans l'économie numérique en général et le marché unique numérique auquel travaille ma collègue Nelly Creus très activement. D'ailleurs, les chefs d'État et de gouvernement, demain, cette semaine, vont se réunir spécialement sur ce sujet pour la première fois, parce qu'il y a ce potentiel et qu'il y a des décisions à prendre aussi. Pourquoi il n'y a pas de compagnies comme Amazon, Google européennes? Pourquoi on n'arrive pas à avoir de grandes entreprises de télécommunications européennes? Comment on pourrait avoir de meilleurs réseaux? On va dépenser des dizaines de milliards européens du budget européen pour faire le haut débit partout, pour augmenter les réseaux et rendre accessible Internet à toutes les petites entreprises et à tous les consommateurs où qu'ils se trouvent. Donc oui, je pense qu'il y a un potentiel de croissance dans le commerce électronique qui ne représente que 6 ou 7%, à condition qu'on lève certains obstacles très concrets. Et ça, j'ai présenté des propositions, par exemple pour assurer la sécurité des paiements. Il y a 30% des citoyens, je suis sûr que c'est le cas de ceux qui sont avec nous aujourd'hui, qui n'ont pas confiance dans les paiements par carte en donnant leur numéro. Et parfois, ils ont raison, parce qu'il y a des trafics ou des détournements. Donc j'ai présenté une loi pour renforcer les règles et les exigences pour les banques, pour les cartes de crédit, de sécurité pour les paiements. Ça, c'est un premier point. Il y a aussi un problème s'agissant de la livraison des colis. On va y arriver. C'est un des obstacles parmi d'autres, effectivement. Mais ça, ce sont des choses très concrètes. Hein. On va y arriver. Je crois qu'il y a une question justement sur les réseaux sociaux à ce propos. Oui, Monsieur Barnier, il y a Sébastien Kammer sur Twitter qui nous dit « J'adore faire mon shopping sur Amazon, mais certains disent que Amazon tue les centres-villes. » Donc, est-ce que l'UE étudie l'impact du e-commerce sur le centre-ville, enfin sur les centres-villes? Question très précise. Oui. Il ne faut pas qu'on fasse l'autruche, hein. Il faut qu'on vive avec notre temps. Donc je sais qu'il y a ce débat sur le développement du commerce électronique en général, pas seulement sur le réseau ou le network que vous avez évoqué qui est américain. J'aimerais bien qu'il y ait des entreprises européennes, il y en a quelques-unes d'ailleurs qui se développent, qui méritent d'être soutenues. Ce débat sur les conséquences du commerce électronique par rapport au commerce réel. Et moi, je suis très attentif pour avoir été élu dans ma région de Savoie pendant 20 ans, pour qu'on garde des emplois, des magasins physiques. Hein. Ce que j'observe aussi, c'est que le développement du commerce électronique permet plus de choix, offre plus de transparence, permet des comparaisons
et ne s'accompagne pas forcément d'une diminution du commerce traditionnel. Donc moi, je suis également soucieux, au-delà du commerce électronique, à ce qu'il y ait un meilleur équilibre entre les petits commerces dont on a besoin et les grandes surfaces qu'on a parfois laissé se développer sans trop de contrôle et de maîtrise. Donc, ça pourrait être une étude intéressante pour répondre à votre interlocuteur ou à mon interlocuteur que de faire une étude avec le développement du commerce électronique, quand on aura atteint un pourcentage plus important que 5 ou 6%, peut-être sur ce qui se passe comparativement ou parallèlement sur le commerce physique, notamment dans les centres-villes. Je retiens cette idée, en tout cas, je la trouve intéressante. Michel Barnier, vous aviez commencé justement à parler des obstacles, et notamment beaucoup d'internautes se plaignent des difficultés de livraison, des coûts de livraison qui sont parfois 50% plus chers qu'une livraison dans leur pays. C'est un obstacle parmi d'autres. Pour quand un véritable marché du e-commerce en Europe intégré? Alors, le marché du e-commerce intégré, on en est loin. Il y a encore trop d'obstacles fiscaux, administratifs, techniques. J'ai évoqué la sécurité des paiements. Je me suis beaucoup attaché à cette question de la qualité et du prix des livraisons. J'ai par exemple eu à Bruxelles, il y a quelques semaines, une réunion très intéressante avec les opérateurs postaux de tous les pays européens, et même au-delà de l'Europe. Il y avait des Australiens et des Américains qui étaient là et qui ont décidé de travailler ensemble pour ce marché unique européen des livraisons, pour baisser le coût des livraisons qui est trop élevé, assurer la sécurité des livraisons, que les produits arrivent quand on les a commandés, et permettre le retour aussi des produits quand ils ne sont pas conformes à ce qu'on a demandé. Donc les opérateurs postaux, qui sont les principaux acteurs de ce marché des livraisons, travaillent ensemble et ont fait une charte commune. Je pense qu'on va enregistrer des progrès concrets et opérationnels sur cette question. Par exemple, un exemple concret, il y a des différences de code barre entre les différents pays, entre le Luxembourg, l'Allemagne, la France, ce qui ralentit encore la livraison, donc, ce qui la renchérit. Plutôt que de faire une loi, c'est comme pour la portabilité de votre contrat ou d'abonnement pour la musique ou pour le cinéma que vous ne pouvez pas transporter dans un autre pays. J'ai privilégié le contrat plutôt que la contrainte législative. Ça va souvent plus vite de participer à un contrat et de mettre les gens autour de la table. Et ben, je l'ai fait pour tous ces abonnements cinéma, musique ou audio, et je l'ai encouragé pour les opérateurs postaux qui vont aboutir, je crois, à des progrès très concrets, sans qu'on soit obligé de passer par une loi. Mais s'il faut faire une loi parce qu'on constate que ça ne bouge pas, nous ferons des lois. Mais je préfère privilégier le contrat. Très bien. Marie, de nouvelles questions? Oui, alors vous, toujours sur le commerce électronique, quelqu'un nous demande que soient levées les barrières sur les livres électroniques, la musique, les films, y compris en streaming. Donc, est-ce que c'est envisageable? Ce mouvement est engagé. Et j'ai dit tout à l'heure que ma collègue Nelly Creuse travaillait, comme je le fais avec elle, et notre collègue Androula Vassiliou, qui s'occupe de la culture, à ce marché numérique, y compris dans le domaine de la culture, de la musique, des arts. Il faut simplement tenir compte d'une chose qui est très importante pour tout le monde, y compris pour les jeunes, pour l'emploi, c'est la propriété intellectuelle. Ça ne peut pas être gratuit. Donc je soutiendrai, nous soutenons tout ce qui est fait techniquement par des entreprises pour augmenter l'offre à une offre abordable, une offre à bas prix. Mais on ne peut pas encourager le vol ou le piratage au détriment de ceux qui créent. Parce que la création, l'innovation, la propriété intellectuelle, ça représente des millions d'emplois. Je travaille avec l'Office des marques qui est à Alicante, l'Office des brevets qui est à Munich. Nous avons d'ailleurs, autre progrès concret pour les entreprises, abouti à un brevet européen après 35 ans. J'ai proposé un brevet qui va coûter l'année prochaine 5 000 € au lieu de coûter 30 000 € en Europe. Ça, c'est un vrai progrès pour les PME qui ne se protègent pas parce que ça coûte trop cher. Mais la clé de tout ça, c'est une propriété intellectuelle, une création, une innovation qu'on protège et qu'on rémunère correctement. Sous cette réserve-là, parce qu'il s'agit d'emplois, de millions d'emplois, on ne peut pas accepter que des gens volent ou utilisent la propriété intellectuelle pour rien. Sous cette réserve-là, oui, nous voulons favoriser et le streaming et toutes les mobilités, les fluidités à l'intérieur du marché unique. Nous allons nous tourner vers notre dernier contributeur. Je vous en prie.
Hello, Mr. Commissioner. My name is Vera Maia. I come from Portugal and I work as an e-commerce specialist in a Portuguese jeanswear brand named Salsa. My idea is to lower delivery taxes and shipping for online sales so we can improve e-commerce in the European Union. And my question is, a few months ago, we heard about a free trade agreement between the US and EU. And I would like to know when we can expect this agreement to be signed. Thank you. On vient tout juste de commencer les négociations avec les États-Unis sur ce qu'on appelle le TTIP. C'est le grand partenariat de commerce, trade, et ça va prendre du temps. Je pense au moins une année complète, sinon 2 ou 3 ans. On vient de signer l'accord avec le Canada, et ça a pris beaucoup de temps aussi. Il faut que ce soit un accord pour aboutir, qui soit, comme on dit en anglais, win-win. Il faut que tout le monde y gagne. Donc on n'est pas encore là. J'entendais le président Obama, et j'étais à Washington d'ailleurs le jour de ce discours, ou la veille du discours qu'il a fait sur l'état de l'Union devant le Congrès américain, il disait, à propos de ce accord transatlantique, it must be free and fair. Fair and free. Libre, ouvert et équitable. On n'est pas là. Dans nos relations avec la Chine, avec les États-Unis, nous sommes beaucoup plus ouverts qu'ils ne le sont. Donc nous devons travailler pour que cet accord transatlantique, que je crois nécessaire, que je soutiendrai, soit ouvert mais équitable aussi. Et donc le diable est souvent dans les détails, il y a beaucoup de chapitres qui sont compliqués, et donc nous travaillons, mais je vous ai dit entre 1 an et 2 ou 3 ans. Michel Barnier, nous touchons au terme de notre émission, de notre débat. Qu'allez-vous faire de toutes ces idées? Sont-elles pour la prochaine Commission européenne? Quand je vois le temps qu'il faut pour proposer, élaborer, étudier techniquement, faire des études d'impact, des consultations publiques, oui, probablement, les bonnes idées, parmi ces 800 idées, il y en a plusieurs ici qui ont été exprimées par ceux qui sont ici et que je remercie, je vais les étudier maintenant, ou mes collègues vont les étudier, parce que nous sommes une douzaine de commissaires engagés pour bien faire fonctionner ou mieux faire fonctionner le marché unique. On va les étudier tout de suite. Je pense que sur leur faisabilité, on pourra, cette commission-là qui va être en fonction jusqu'au mois d'octobre 2014, pouvoir nous prononcer sur cette faisabilité. Si elles doivent se traduire par des lois nouvelles ou des propositions, ça sera pour le prochain collège, oui, sûrement. Et on ne peut pas ne pas parler du grand rendez-vous qui attend les citoyens européens, les élections européennes dans 7 mois exactement. Les anti-européens vont fortement progresser. Que faire pour redonner du tonus à l'idée européenne? Il n'y a pas de fatalité au fait que ceux qui sont contre l'Europe gagnent ou progressent. Moi, je crois qu'il y a de fatalité que lorsqu'il y a du fatalisme. Et on ne peut pas être, quand on est entrepreneur, citoyen, homme politique, on ne peut pas être fataliste. On n'a pas le droit d'être fataliste. Il faut agir, changer les choses. Si l'Europe ne nous convient pas, on la change. Moi, je pense qu'il y a plein de changements à faire. Je ne suis pas dans l'autosatisfaction, mais je ne peux pas non plus accepter un discours où on dirait on se replie, on se recroqueville, chacun pour soi, chacun chez soi, derrière je ne sais quelle frontière. Regardons bien le monde tel qu'il est. Le monde tel qu'il est, il y a la Chine, les États-Unis, la Russie, le Brésil, l'Inde. Ce sont des pays qui n'ont besoin de personne. Ils ont tellement de population, de ressources, qu'ils sont là à la table. De toute façon, ils sont à la table des grands acteurs du monde. Nous, si on veut être à cette table avec eux, et pas derrière la table à regarder, il faut qu'on soit là en tant qu'Européens. Européens en plus d'être patriotes, en plus d'être portugais, allemands, belges, ou italiens, ou slovènes, ou polonais. En plus, je ne dis pas à la place d'eux, on doit être européen en plus si on veut être acteur. Donc voilà ce que je dirais aux citoyens dans le débat public. Pour répondre aux inquiétudes des gens, aux angoisses, aux colères, il faut de l'emploi, réduire la crise, retrouver de la croissance,
et il faut du débat. Voilà mes deux réponses. Donc les deux exigences sont l'emploi, la croissance, la compétitivité et le débat public. Très rapidement, la nouveauté de ce scrutin, c'est que chaque parti européen va mettre en avant son candidat au poste de président de la Commission européenne. Personnalisé, est-ce que c'est vraiment la clé contre l'abstention? Et personnellement, quelle est votre ambition? Mon ambition, c'est de bien faire mon travail aujourd'hui. Donc je ne vais pas vous dire autre chose, pardonnez-moi. Et de participer au débat public de 2014 d'une manière ou d'une autre. Je ne peux pas vous dire franchement... Mais personnaliser, c'est une bonne idée. Je ne peux pas vous dire où je serai moi-même le plus utile. Ça dépend de mon parti, le Parti populaire européen, qui est en train de débattre de cette question. Mais je suis prêt à être utile et je serai dans ce débat de toute façon, comme patriote et comme citoyen européen. Oui, je pense que c'est une bonne idée de personnaliser la désignation du président de la Commission avant l'élection et à travers l'élection. C'est une idée d'ailleurs qu'a eu Jacques Delors, le premier, il y a une dizaine d'années, et que les citoyens européens qui vont voter, j'espère un peu plus nombreux que d'habitude, pour élire leurs députés européens nationaux dans chaque pays, votent en même temps pour quelqu'un qui sera, selon leur choix politique, leur préférence, le président de la Commission européenne. Je pense que c'est un progrès démocratique. Vous peut-être. C'est la fin de notre émission consacrée au marché unique. Merci à nos contributeurs ici présents, ainsi qu'à vous tous sur les réseaux sociaux. Merci également au public composé des élèves de l'école de management de Strasbourg. Et un grand merci, Michel Barnier, pour avoir répondu aux questions de tous nos participants. Je vous rappelle également que vous pouvez revoir notre débat sur notre site www.euronews.com. Merci à tous. Merci.